Grèce, le nouveau Premier ministre intronisé aujourd'hui, il s'agit d'Alexis Tsipras, le chef de file de Syriza, qui a choisi de s'allier avec un parti de droite pour former le nouveau gouvernement. En Syrie, les Kurdes affirment s'être débarrassés de l'État islamique à Kobané. Cette ville était devenue le symbole de la résistance aux djihadistes depuis plusieurs mois. Le nord-est des États-Unis confronté à une tempête de neige historique et dans certains États, il sera même interdit de sortir dans les prochaines 24 heures. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. La situation politique s'accélère en Grèce au lendemain des élections et de la victoire éclatante de Syriza. Le parti de la gauche radicale a aujourd'hui donc vu son chef de file nommé Premier ministre. Vous le voyez à l'image, il s'agit d'Alexis Tsipras, nouveau Premier ministre, qui va former un gouvernement et il aura besoin pour cela, aussi curieux que cela puisse paraître, de l'appui d'un parti de la droite dite souverainiste, hostile elle aussi aux politiques européennes, mais pour d'autres raisons. Bref, une alliance contre nature. Quel avenir en tout cas pour la Grèce aujourd'hui dans l'Europe, pour l'économie, les conséquences pour l'économie européenne. On va parler de tout cela avec nos invités. Bonsoir Dan Katarivas, vous êtes président du patronat israélien. Bonsoir à vous Daniel Rouage, professeur d'économie et président de la Chambre de commerce Israël-France. On ira également à Athènes dans un instant et puis on sera également en direct avec un journaliste qui vit en Grèce et qui nous donnera le sentiment ce soir de la population face à aux événements qui sont en train de s'accélérer. Ο ελληνικός λαός μίλησε και όλοι σεβόμαστε την απόφασή του. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Il doit payer, ce sont les règles du jeu européen, il n'y a pas de place pour un comportement unilatéral en Europe. Wir bieten Zusammenarbeit an, aber wir hoffen natürlich und gehen davon aus, dass Griechenland zu seinen eingegangenen Verpflichtungen steht. L'austérité, c'est fini. C'est ce qu'a dit par exemple aujourd'hui ce nouveau Premier ministre grec, Alexis Tsipras, qui en tout cas pose beaucoup de problèmes ou d'inquiétudes déjà à des dirigeants européens. François Hollande, le président français, vient par exemple de lui signifier comme une sorte de convocation, en tout cas de venir au plus vite le rencontrer à Paris. Inquiétude des pays européens qui, eux, évidemment, ont prêté de l'argent ou ont supporté cette dette grecque. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, retour sur cette journée, cette nomination d'Alexis Tsipras comme Premier ministre grec. Léa Berdugo. La Grèce a officiellement un Premier ministre. Alexis Tsipras a prêté serment lors d'une cérémonie d'investiture civile. « Je servirai toujours la Grèce et l'intérêt du peuple grec », a-t-il déclaré. Il manquait 2 sièges au chef du parti Syriza pour obtenir la majorité absolue. Une alliance a donc été conclue avec une formation de droite, le Parti nationaliste des Grecs indépendants. Les deux groupes diffèrent sur de nombreux sujets de société, mais un point les rassemble et non des moindres, le rejet des conditions fixées à la Grèce en contrepartie du plan d'aide financière dont elle a bénéficié. Panos Kamemos, président du parti de droite, annonce que l'union est scellée. Le but est que tous les Grecs s'unissent et aillent ensemble vers un jour nouveau, avec respect de la souveraineté nationale, du processus démocratique et la mise en œuvre de la Constitution. Cette alliance augure de négociations difficiles avec l'Union européenne. Pour l'instant, les déclarations vont dans le sens de l'apaisement, même si l'Allemagne rappelle que la Grèce doit respecter ses engagements. Nous allons proposer au futur gouvernement grec de travailler ensemble. La Grèce a fourni dans les années passées de gros efforts pour appliquer les réformes. Il est pour nous important que les mesures du nouveau gouvernement visent la poursuite de la reprise économique de la Grèce.
Ce qui implique que les engagements pris soient respectés et que le nouveau gouvernement s'implique dans les réformes. Dès dimanche, Alexis Tsipras a averti que l'austérité était du passé. Il a cependant assuré qu'il était prêt à négocier une solution bénéficiant à tous. L'idée est de trouver des alliés parmi les membres de la zone euro. Les regards sont tournés vers l'Italie, dont le ministre des Affaires étrangères a dit espérer que le résultat grec pourra mettre un terme à la rigidité européenne. Alors, inquiétude, faut-il s'inquiéter d'ailleurs ce soir? Dan Katarivas, est-ce qu'à votre avis, l'Europe va réussir à canaliser ce nouveau régime grec ou est-ce que ça va provoquer des clashs? Écoutez, je pense que les jours à venir vont être assez décisifs pour voir dans quelle mesure effectivement la Grèce va peut-être, je dirais surtout le Premier ministre va réaliser que c'est une chose être chef de l'opposition et avoir des déclarations en tant que candidat pour être Premier ministre. C'est une autre chose que d'être assis sur le siège du Premier ministre et prendre la responsabilité et que certaines promesses ou certaines politiques, je dirais, la vision est différente quand on est dans l'opposition et quand on est au pouvoir. Donc je pense que là aussi, probablement, j'espère que le nouveau Premier ministre grec mettra beaucoup d'eau dans son vin et réalisera qu'il y a des réalités. Il faut payer des salaires, il faut emprunter de l'argent, il faut faire marcher la machine et pour ça il faut de l'argent, il faut qu'il y ait des rentrées et tout ça c'est une réalité auquel la Grèce doit maintenant, je dirais avec un nouveau Premier ministre, continuer à fonctionner et je pense que là des négociations certainement vont avoir lieu avec l'Union européenne, avec les autres pays et je pense qu'on va, j'espère pour les deux parties d'ailleurs, qu'on trouvera une solution qui ne fera pas contagion parce que là aussi le problème c'est de voir dans quelle mesure le comportement grec ou le comportement de l'Europe vers la Grèce peut avoir un effet de contagion sur d'autres pays. Donc les enjeux sont très très importants. Ouais. C'est-à-dire que si la Grèce aujourd'hui, Daniel Roy décide de ne plus honorer ses engagements parce qu'elle veut injecter son argent par exemple dans l'économie, elle peut rembourser sa dette, elle va pouvoir le faire, elle peut le faire, on peut la contraindre ou pas? On a des moyens de contrainte, mais très franchement, moi je suis très pessimiste sur l'avenir de ce mouvement. En fait, quand on décide que l'ennemi, il y a trois ennemis de la Grèce, c'est la Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International et la Commission Européenne, il faut être très très fort pour se transformer ses ennemis en amis. C'est un gouvernement qui est salué avec des sourires incroyables par Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen est heureuse. Moi, je ne suis pas heureux que dans le gouvernement de Syriza, il y ait des antisémites, il y ait des anti-israéliens. Il y a des gens qui ont annoncé leur détestation d'Israël. Israël est très pragmatique. Il y a eu un silence complet en disant « wait and see », on a tellement vu de choses. Et les Israéliens sont tellement pessimistes qu'en fait, ils en sont optimistes à la fin, en se disant de toute manière, les touristes israéliens continueront à aller en Grèce, il y en a 500 000. Sur le plan de la défense, les Grecs ont besoin des Israéliens sur le plan des armes militaires. Alors même si Tsipras, lui, était favorable à la dénonciation. Bien sûr, parce qu'en fait, il y a une similitude. La similitude est très simple. Ce sont les relations entre Israël et la Turquie. Vu d'en haut, on a l'impression que on a deux ennemis qui vont faire la guerre demain. En réalité, les chiffres montrent que le courant d'affaires continue, que les liens ont été tissés, qu'il y a des alliances qui se sont prononcées. Donc il y a le haut de l'iceberg et il y a le bas. Et très clairement, les Israéliens ont une position d'attente en se disant on verra bien, c'est pas notre affaire. Ce qui est certain, c'est que si j'étais moi un investisseur et je me poserais la question faut-il investir en Grèce, j'aurais dit attends, réfléchis, on verra bien. Parce que les conditions qui ont été proposées par le gouvernement qui est en train de se mettre en place en Grèce sont des conditions très dangereuses et qui risquent de déstabiliser non seulement l'Europe, le Moyen-Orient et beaucoup d'autres pays. Ouais, mais c'est quoi ça? Il faut s'attendre quoi? Un régime qui va prôner des mesures de type communiste, c'est-à-dire c'est un retour en arrière pour vous? À quoi il faut s'attendre concrètement avec un tel gouvernement? Je pense qu'il faut voir, je pense qu'il est trop tôt
pour vraiment savoir à quoi s'en attendre. Il y a quand même un pays qui continue à fonctionner. Donc je ne pense pas que du jour au lendemain, il y aura des mesures qui seront à 180 degrés de la politique d'avant. Il y a quand même une administration qui continue à fonctionner. Il y a des machines gouvernementales qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc on peut certainement voir peut-être justement la grosse question, c'est, je pense, l'engagement avec l'Europe. Dans quelle mesure est-ce qu'on va arriver à trouver une formule qui va permettre à la Grèce de continuer à être membre de l'euro? Et là, je pense qu'il y a différentes voies en Grèce même et même en Europe. Certains disent très bien que la Grèce sorte de l'euro, qu'il y ait une dévaluation de je ne sais pas combien de dizaines de pourcents, et voyons si la Grèce peut effectivement continuer à vivre sans faire partie de la zone euro. Et à ce moment-là, on verra, et ça peut être vraiment la faillite totale. Bon, je pense que des analyses et des scénarios dramatiques, on peut en faire de part et d'autre. Je pense qu'en Grèce même également, il y a des gens qui comprennent très bien ce que veut dire la sortie de l'euro. Il y en a qui voient ça peut-être d'une façon positive. Le parti de droite qui a rejoint la coalition, qui est membre de la coalition, ça exprime des volontés de souveraineté. Donc là, on est plutôt dans une crise, non pas économique, mais une crise politique. Et l'Europe est dans une crise politique, pas seulement économique, sur quel est le rôle de l'Europe vis-à-vis les pays membres, combien de souveraineté est transférée à Bruxelles. Et je pense que là, il y a un rejet, justement, d'un courant politique qui veut plus de souveraineté à Bruxelles, et là donc on est plutôt dans le domaine politique que dans le domaine économique, mais il a certainement des répercussions. Donc cette volonté d'indépendance, de ne pas se voir dicter une politique, d'ailleurs quand on regarde et quand on lit les différentes déclarations grecques, il y a beaucoup de langage qui parle, on veut arrêter l'humiliation de la Grèce, etc. Donc c'est beaucoup plus, je dirais, un langage qui tient à des côtés politiques et même des côtés psychologiques de la Grèce face à l'Europe, et beaucoup moins de raisonnement purement économique. Dans le pur économique, il y a des réalités, et là, il faut voir quels choix vont prendre les dirigeants grecs, et je pense que là, ils vont comprendre, à mon avis, très rapidement, que leur intérêt est de quand même continuer à faire partie de cette Europe qui, finalement, est le meilleur moyen pour essayer de relancer l'économie grecque, puisque toute seule, je pense que la Grèce va certainement, si elle décide de se détacher de l'euro, va certainement encore plus souffrir, à mon avis, une crise économique. Mais là, vraiment, on rentre dans différents scénarios qui peuvent nous emmener très loin. Ouais, alors on a vu que l'euro, déjà aujourd'hui, accusait le coup, puisqu'il est encore à un plus bas historique. Ça veut dire qu'il y a déjà des conséquences pour les autres pays d'Europe, notamment la France et l'Allemagne, qui ont financé finalement le sauvetage de la Grèce. Oui, il y a quand même un mouvement qui est en train d'opérer en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a une gauche radicale avec Podemos, et ça va encourager également l'Espagne à avoir des politiques en disant si les Grecs ont su dire non, pourquoi pas nous? Et en fait, il y a une très très forte inquiétude, pas spécialement en France, parce que les Français n'ont pas suffisamment pour payer la dette grecque. On ne faut pas oublier que le montant est colossal. C'est 321 milliards d'euros de dette. La question va se jouer avec les Allemands. Est-ce que les Allemands sont prêts à aider à effacer une partie de la dette? Pour le moment, la population allemande dit non. Il est fort possible que Merkel, à un moment donné, adoucisse sa vision en se disant, finalement, trouvons des moyens pour que ces dettes puissent être effacées, puissent être allongées dans le temps et autres. Mais en réalité, quand vous entendez ce nouveau parti, ce parti qui vient de gagner, ils disent il faut la fin de l'austérité, renégocier la dette, salaire minimum, la lutte contre l'évasion fiscale et la lutte contre la contrebande. Est-ce que ce gouvernement aura la force de se battre contre l'évasion fiscale? En fait, les Grecs sont rentrés dans cette dette colossale parce qu'ils ont aussi triché, parce qu'il y a un gouvernement qui était... c'était un gouvernement également de ripoux. Ce sont des gens qui n'ont pas respecté un code de comportement. Est-ce que ce mouvement politique va entraîner une meilleure rigueur dans le domaine de la gestion? Très franchement, je pense que non. C'est salutaire d'écouter des gens qui s'expriment, qui ont l'air heureux parce qu'ils se disent « enfin on sort de l'austérité », mais le lendemain, c'est qui va payer? Les Allemands diront non, les Français diront non, l'Europe dira non. Wait and see. Et moi, je suis très pessimiste parce que les Grecs sont toujours pas prêts à
arrêter des opérations qui sont illégales dans leur propre pays. Les milliardaires sont partis depuis très très longtemps. Les très grosses fortunes ont déjà tout compris. On se retrouve avec une population qui est face à une situation qui est dramatique. Et on le sait, c'est très très mauvais pour la démocratie. Rien ne nous dit que la démocratie en Grèce va continuer avec ce gouvernement. Alors, on va justement essayer d'avoir un point de vue depuis Athènes. Ce soir, on va retrouver sur place donc Ismaël Mereghetti, qui est journaliste. Bonsoir à vous, merci d'être en direct donc depuis Athènes. Ismaël Mereghetti, d'abord, première question. Est-ce qu'on a une explication sur eh bien, ce qui a poussé les Grecs à voter pour ce parti aussi massivement? C'était vraiment un ras-le-bol, une situation qui devenait intenable? C'est ça. En fait, il y a deux facteurs qui permettent d'expliquer ce vote massif en faveur d'Alexis Tsipras. Le premier, c'est que Alexis Tsipras a fait campagne sur ce qu'il appelle la fin de la crise humanitaire. Crise humanitaire qui est née des mesures d'austérité, de la politique de rigueur imposée par l'Union européenne à la Grèce depuis 4 ou 5 ans. Et il faut savoir qu'en Grèce, actuellement, plus d'un jeune sur deux est au chômage, un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, le salaire minimal est passé en dessous de 700 €. Donc les Grecs sont vraiment dans une situation dramatique. Et Alexis Tsipras a bénéficié de ce ras-le-bol général vis-à-vis de l'Union européenne et de la tutelle de la Troïka. Le deuxième facteur, c'est l'effondrement du PASOK, le Parti socialiste grec, qui frôlait les 40% de suffrages il y a encore quelques années et qui est à l'heure actuelle en dessous des 5% à l'élection d'hier. Et une bonne partie des voix du PASOK se sont reportées vers Syriza, puisque le PASOK a été jugé responsable du déclenchement de la crise et de ces mesures d'austérité qui ont affaibli la Grèce. Alors, est-ce qu'à votre avis, cette union annoncée ce soir entre ce parti de gauche, Syriza, et puis ce parti des Grecs indépendants qui, lui, est vraiment à droite, est-ce que tout cela peut fonctionner? Est-ce que ça peut marcher? Alors c'est vrai qu'à première vue, ces deux formations n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Elles sont même à l'opposé de l'échiquier politique, mais elles se rejoignent sur un point qui est l'anti-austérité, l'anti-Europe, l'anti-Union européenne. Et finalement, Alexis Tsipras n'avait pas vraiment le choix, puisque les communistes ont refusé toute alliance avec lui, le jugeant finalement dans la continuité du gouvernement précédent. Donc Alexis Tsipras n'avait pas vraiment le choix. Les Grecs indépendants, toutefois, représentent un danger électoral et politique assez faible. Leur électorat a beaucoup baissé, et donc 13 députés depuis hier, et visiblement, il semble qu'ils n'auront que 1 ou 2 ministères. Et aujourd'hui, dans la presse grecque, on entend parler du ministère de la Marine, donc pas un des ministères les plus exposés. Donc, a priori, à première vue, Alexis Tsipras aura plutôt les coups des franches pour imposer son programme. Dernière question, Ismaël Mereghetti, en direct d'Athènes. Est-ce que vous avez l'impression que la Grèce, aujourd'hui, se sent toujours européenne? Est-ce que le sentiment européen est toujours présent? Ou est-ce que l'histoire pourrait se terminer? Alors, beaucoup de Grecs que j'ai pu rencontrer ne souhaitent pas vraisemblablement la sortie de l'euro. Pourquoi? Parce que ça les plongerait dans une véritable inconnue économique et ils ont envie, ils ont besoin de stabilité. Ils ne savent pas ce que peut donner le scénario de la sortie de l'euro et ils ne l'appellent pas vraiment de leur vœu. Donc, ce n'est plus au cœur du programme d'Alexis Tsipras. Ce qui est au cœur, c'est le rééchelonnement et la renégociation de la dette. Et là, en revanche, les Grecs attendent du changement et croient fortement en Alexis Tsipras. Merci beaucoup, Ismaël Mereghetti, donc journaliste en direct d'Athènes, au moment donc, où ce pays bascule dans une ère un petit peu inconnue. On a vu aujourd'hui d'ailleurs les réactions en Allemagne, les craintes aussi de voir peut-être d'autres pays suivre le même modèle. Est-ce que c'est l'Europe qui est responsable finalement de cette situation aujourd'hui, c'est-à-dire avoir voulu peut-être imposer des règles trop rigides, Dan Katarivas? Est-ce que c'est ça aussi l'une des causes de ce qui arrive? L'origine de la crise européenne se trouve d'abord de l'autre côté de l'Atlantique, il faut le dire également. C'est-à-dire qu'il faut voir que ce qui s'est passé, c'est quand même ce qui s'est passé aux États-Unis et qui a fait contagion sur ce qui s'est passé en Europe. Et il y a eu une gestion, justement, probablement pas assez rapide européenne pour surmonter la crise. Et on voit la différence de la manière dans laquelle les États-Unis, eux, ont repris, je dirais, de la relance et l'Europe qui, pour des raisons politiques, une fois de plus, c'est plutôt une crise politique de ne pas être en mesure de se mettre d'accord sur des mesures qui englobent tout le monde. Donc, l'Europe, certainement, est dans un climat politique d'instabilité, ce qui influence également la situation économique. Donc je pense qu'effectivement le malaise européen se trouve aujourd'hui encore confronté à encore plus de problèmes avec ce qui se passe en Grèce. La contagion
que j'ai nommés auparavant, certainement les courants anti-européens, et on a vu les résultats des dernières élections européennes, il y a une montée de ce courant anti-européen. Donc c'est au gouvernement aujourd'hui, tous les gouvernements européens, d'essayer de faire recomprendre aux populations européennes l'avantage de cette Union européenne. Et c'est d'ailleurs assez effarant de voir que cette année ou l'année dernière, l'Union européenne a gagné le prix Nobel de la paix, parce qu'une fois de plus, il faut mettre les choses en perspective. Ça fait quand même 70 ans, on va fêter la libération de Auschwitz demain, que 70 ans, l'Europe est en paix. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et je pense que le problème, c'est que les Européens même, ou les jeunes générations, ne se rendent pas compte à quel point ils ont été, je dirais, avantagés par le fait qu'il y a la paix en Europe, il y a une réalisation européenne qui est absolument sensationnelle, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes économiques, des problèmes politiques, mais je pense que je dirais, ce qui s'est fait en Europe depuis 70 ans, c'est quand même assez admirable. Daniel Roy, vous êtes d'accord Oui, moi je pense que tout simplement les Grecs ont compris une chose. Il y a une expression américaine qui dit « too big to fall », trop gros pour tomber. En fait, les Grecs savent que l'Europe ne pourra pas les laisser tomber, parce qu'en fait, en les laissant tomber, ils tombent eux-mêmes. Donc voilà, ils sont dans une position forte. Mais c'est une impression, c'est une illusion. Les Grecs, à un moment donné, vont être obligés de payer, même si on efface une partie de la dette. Donc ils doivent reconstruire, se réorganiser. Christine Lagarde a dit les vrais mots. Vous devez faire des modifications de fond dans votre comportement, dans votre manière d'agir, dans vos statistiques, dans vos évolutions et autres. C'est un pays qui, d'un côté, a une chance extraordinaire avec des universités de premier rang, avec des gens qui ont une véritable qualité, des gens qui veulent s'intégrer à l'Europe, et d'un autre côté, un système politique, un système d'organisation qui n'est pas celui que ce pays mérite. Donc les grands leaders grecs doivent se lever. Aujourd'hui, pour moi, c'est un échec dramatique pour la Grèce. C'est un véritable échec. Et cet échec va faire contagion. La contagion, c'est quoi? C'est l'alliance Mélenchon-Le Pen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une extrême gauche et une extrême droite, on dit ce qu'on veut, mais à la fin, c'est ça. On se rend compte que ce sont les extrêmes qui s'allient face à des mouvements démocratiques, des gens qui veulent travailler d'une manière différente. La Grèce est en train de donner le mauvais exemple. Et toutes les illusions avec les titrages et autres pour montrer qu'il y a des nouveaux temps, demain on va payer ce prix très très lourd. Pour Israël, honnêtement, les relations d'affaires entre Israël et la Grèce sont correctes. Shimon Peres était récemment en Grèce, il a signé des accords. On a eu des périodes glaciaires entre Israël et la Grèce. Les choses se sont stabilisées 5-6 ans. Et vous demandez aux Israéliens, aujourd'hui, on considère les Grecs comme des amis. Parce que Israël n'est pas tout à fait ami avec la Turquie. Donc on a une nouvelle alliance. Donc on serait vraiment, vraiment désolé qu'une porte se ferme avec la Grèce. Et je crois qu'il faut être pragmatique. À un moment ou à un autre, les Grecs décideront d'avoir une voie beaucoup plus pragmatique que celle de l'extrémiste. Alors c'est vrai que vous parliez de ces réactions suscitées en Europe aujourd'hui. Politiquement, on a vu effectivement des partis d'extrême droite comme en France le Front National se féliciter de la victoire de Syriza, mais également des citoyens européens qui ont salué ce qu'ils considèrent eux aussi peut-être comme un vent d'espoir qui soufflerait sur l'Europe. Regardez, écoutez quelques réactions recueillies à la fois en Grèce mais aussi dans d'autres pays d'Europe aujourd'hui. Je peux ressentir cette joie. J'espère que la situation sera meilleure pour les Grecs et pour la Grèce. Nous les pauvres, on reste dans la même situation. Rien ne va changer, quelle que soit la personne au pouvoir. Les promesses préélectorales sont bonnes, mais après les élections, la situation change. Je comprends les Grecs et le fait qu'ils ne veulent plus suivre la politique européenne car elle ne fait que les entraîner vers plus de dettes. J'espère juste qu'on ne va pas en arriver à la sortie de la Grèce de l'Union monétaire. Cela serait très mauvais pour l'Europe et aussi pour les États-Unis ou les pays de l'Est. Si cela marche en Grèce, je pense qu'il y aura un changement significatif en Espagne.
Et je pense que c'est vraiment un bol d'oxygène pour ce pays. En plus, la communauté européenne a été assez hypocrite dans les années 2000. Ils savaient que les comptes de la Grèce étaient complètement truqués. On les a intégrés à l'euro. Et ben maintenant, c'est normal qu'on les aide. Voilà, et j'espère que cette bonne nouvelle va se répandre, notamment dans 10 mois en Espagne qui a des élections. Voilà, il y a une idée quand même qui reste forte chez les Européens, c'est de se dire que finalement c'est l'Europe qui est responsable, pas la Grèce finalement de sa situation aujourd'hui, et ce sentiment anti-européen qui est présent un peu partout. Oui, je pense que le ça problème... va à l'envers de ce qu'était l'idéal européen à sa création. Oui, d'accord, mais donc il faut dire que je pense que ce déficit démocratique, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui en Europe, qu'en fait les citoyens européens ne se sentent plus, je dirais, partenaires à la construction européenne et que finalement il y a aujourd'hui un décalage entre ce qui se passe à Bruxelles et ce que les gens dans la rue ressentent. Mais je pense que justement ça c'est à l'Europe d'essayer de recréer cette confiance avec les citoyens européens, de montrer quel est l'avantage de la construction européenne, parce qu'en revenir à ce qui était avant, je pense que personne ne veut revenir à une Europe qui est en feu et en sang. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a certainement dans les différentes capitales européennes une nécessité de relancer l'idée européenne et d'essayer justement de faire montrer quel est l'avantage d'avoir une Europe unie. Et là, je pense que c'était une tâche qui en fait passe par tous les partis politiques dans tous les pays, sauf évidemment ceux qui se positionnent dans les extrémités, qui eux veulent, à ce moment-là, c'est du nationalisme pur, c'est du populisme, et ça c'est de l'extrémisme, et qui d'ailleurs avec du racisme, parce qu'il y a tout le problème par exemple des immigrants, qui également est un problème où il faut faire face à ce problème. Donc il y a certainement des vents très négatifs qui soufflent en Europe, et c'est justement aux forces du centre démocratique qui croient en l'idée européenne d'essayer de relever aujourd'hui l'image de l'Europe, et peut-être que l'exemple de la Grèce qui veut ce divorce, peut-être qu'on arrivera quand même à une entente dans la famille, et cela redonnera un élan à l'Europe. Une minute pour vous aussi, Daniel Rouache, là-dessus. Vous êtes optimiste ou pas sur l'idée européenne, là, aujourd'hui, au-delà de la Grèce? Moi, par nature, je suis très optimiste. J'enseigne dans une école qui s'appelle European School of Management. Nous avons des étudiants grecs, des professeurs sur 140 professeurs. Nous avons des Grecs, on les connaît, on travaille avec eux et autres. Il y a un saut générationnel, il y a un modèle à réinventer avec l'Europe. Et le modèle de l'ancienne Grèce avec des voleurs à la tête ne peut pas fonctionner. Donc ils sont obligés de se réinventer, de se réorganiser, de se réorienter par rapport à l'Europe et de respecter des règles. On ne peut pas gérer un pays comme on gère un marché, un chouk. On est dans un pays qui est un pays démocratique, cette Grèce. Elle doit continuer dans la démocratie et les États européens doivent aider la Grèce à surmonter cette phase qui est une très grande difficulté politique et une difficulté économique. Merci beaucoup Daniel Rouache, merci à vous Dan Katarivas. Voilà donc pour cette situation qui évidemment a provoqué aussi un choc en Europe, mais on attend évidemment maintenant de voir ce gouvernement qui va être formé à l'épreuve aussi de la réalité. Merci à tous les deux. Dans un instant, on évoquera la situation en Syrie avec le coup d'arrêt porté à l'État islamique. Première fois qu'il est stoppé de manière aussi importante à Kobané par les Kurdes. Situation qu'on vous détaillera dans un instant. On parlera également de cette tempête de neige qualifiée d'historique qui est en train de s'abattre sur le nord-est des États-Unis avec des images déjà très spectaculaires. Restez avec nous, une pause et on revient tout de suite. En Grèce, le nouveau Premier ministre a donc prêté serment aujourd'hui. C'est Alexis Tsipras, le chef de file de Syriza, vainqueur des élections hier. Syriza qui a dû s'allier avec un parti de droite pour réussir à former une nouvelle coalition et un nouveau gouvernement. En Syrie, les Kurdes affirment s'être débarrassés de l'État islamique à Kobané. Cette ville syrienne était devenue le symbole de la résistance aux djihadistes depuis plusieurs mois. On en reparle dans un instant. Le nord-est des États-Unis confronté à une tempête de neige historique dans certains États. Il sera même interdit de sortir dans les prochaines 24 heures.
Après plusieurs mois de combats acharnés, les Kurdes annoncent donc avoir réussi à chasser les djihadistes de l'État islamique de Kobané, cette ville syrienne devenue le symbole de la résistance à l'EI. Elle avait d'ailleurs mobilisé l'attention de la coalition internationale et de ses frappes aériennes. C'est un nouveau revers pour l'État islamique qui en enregistre un autre en Irak, où il doit abandonner une province où il s'était installé. Maxime Pérez. C'est donc officiel, les Kurdes ont chassé l'État islamique de la ville syrienne de Kobané. Une défaite cuisante pour les djihadistes, plus de 4 mois après le début de leur siège et des combats sans merci. L'information émane de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui assure que la milice kurde des unités de protection du peuple contrôle quasiment tous les quartiers de la ville. Kobané, une ville clé dans la stratégie des djihadistes. Sa chute aurait permis au groupe Daesh de contrôler sans discontinuité longue bande frontalière de la Turquie. Mais depuis le début du mois, les djihadistes ne cessent de reculer. Dans cette bataille, les frappes répétées de la coalition internationale ont donné un avantage décisif aux Kurdes. Ces dernières 24 heures, pas moins de 30 frappes ont encore visé des positions djihadistes en Syrie et en Irak. En Irak, justement, la province de Diyala, dans l'est du pays, a été libérée ces dernières heures du groupe djihadiste par l'armée. Dans les combats, près de 50 membres de l'État islamique auraient trouvé la mort, tandis que les forces irakiennes reconnaissent avoir perdu 58 hommes. 248 soldats auraient par ailleurs été blessés. Le groupe Daesh affaibli, mais qui défend farouchement les zones sous son contrôle. Malgré les attaques de la coalition, il n'aurait pour l'instant perdu que 700 km² de territoire en Irak, soit seulement 1% des 55 000 km² conquis en 2014, selon les chiffres du Pentagone. Alors on est en ligne avec Michael Horowitz, consultant géopolitique, spécialiste donc de la région. Bonsoir Michael Horowitz. On vient d'entendre qu'effectivement il reste encore beaucoup de territoires aux mains de l'État islamique. Est-ce que pour vous, cette défaite à Kobané reste quand même peut-être le début d'une perte de contrôle de la situation par l'État islamique ? Oui, c'est un tournant avant tout symbolique, parce que l'État islamique, c'est une organisation qui se base sur une image d'invincibilité. Et aujourd'hui, avec la défaite de Kobani, vous avez un groupe qui a montré pour la première fois, et de manière très claire, sa faiblesse. C'est quelque chose qui est très important, puisque son image d'invincibilité lui a permis de recruter énormément de combattants à la fois européens, mais aussi dans la région du Moyen-Orient. Et donc c'est quelque chose c'est une victoire qui est avant tout symbolique. Sur le plan militaire, en revanche, il faut, si vous voulez, relativiser, parce que ça a pris quand même 5 mois. C'est-à-dire que vous avez eu 5 mois de frappes américaines tous les jours, continuelles sur la ville. Et donc, on peut se poser la question du prix qui a été payé, en tout cas de la longévité de la campagne américaine, de la durée qu'il va falloir pour combattre et éventuellement défaire le groupe État islamique. Alors justement, c'est la question qui se pose. Est-ce que ce sont les Kurdes qui ont joué un rôle déterminant dans cette victoire sur Kobané, ou est-ce que effectivement l'appui aérien a été décisif ? Est-ce qu'on peut savoir finalement ce qui a fait pencher la balance ? Je crois que c'est difficile de juger, de jauger la part qui a été prise des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est que la stratégie américaine qui a été adoptée à Kobané, c'est une stratégie qui visait en fait à attirer le plus de troupes de l'État islamique vers cette ville, parce que en fait l'État islamique s'était engagé, avait fait une campagne de propagande sur Kobané qui était censée être la victoire éclatante de l'État islamique avant la prise d'autres villes comme Bagdad, et que donc l'État islamique en fait s'était retrouvé piégé par sa propre propagande. Et les Américains ont donc profité de cette faiblesse en continuellement bombardant les troupes de l'État islamique. Alors dernière question, Michael Horowitz, on voit ce soir un nouveau message audio diffusé par l'État islamique appelant à mener de nouvelles attaques dans les pays occidentaux, comme ce qui s'est passé dernièrement en Europe et à Paris. Ça veut dire que pour eux, il va devenir peut-être plus important maintenant de mener des opérations terroristes, d'appeler à des opérations terroristes en Europe, parce que sur le terrain, ça se passe moins bien ? Oui, il est sûr que l'État islamique va essayer de renouveler des attentats sur le sol européen, que ce soit des attentats qui sont directement commandités par l'État islamique ou des attentats comme ce qu'on a vu en France,
qui sont des attentats inspirés par le groupe, parce que justement, comme vous l'avez précisé, sur le terrain, en Irak et en Syrie, la situation militaire est en train de changer doucement, mais elle est en train de changer. Merci Michael Horowitz, donc consultant géopolitique en direct. Et justement, pendant que cette situation bascule à Kobané et en Irak, à Moscou, des pourparlers de paix ont lieu sous l'égide de la Russie entre le gouvernement syrien d'Assad d'une part et puis une partie de l'opposition syrienne et de certains groupes rebelles. Il s'agit de trouver une solution politique à l'avenir de ce pays alors que toutes les tentatives précédentes ont échoué. Léa Volbert. Renouer le dialogue entre Bachar al-Assad et les rebelles syriens, c'est le but affiché de cette réunion à Moscou. Ce lundi, plusieurs représentants de l'opposition syrienne se sont rassemblés pour préparer les discussions à venir mercredi avec des émissaires du régime de Damas. Le but de cette réunion est de fournir à l'opposition syrienne une plateforme où elle pourra élaborer des approches communes aux négociations avec le gouvernement. La Syrie, déjà éprouvée par 4 ans de guerre civile, fait face depuis plusieurs mois à une nouvelle menace. L'État islamique, ennemi commun de Bachar al-Assad et des pays occidentaux, s'immisce désormais dans le conflit syrien. L'Occident est acculé à plus de souplesse envers le régime de Damas, pourtant responsable de la mort de plus de 200 000 personnes. Nous envisageons qu'après les 2 jours de contact entre les Syriens et Moscou, les représentants du gouvernement syrien rencontrent de nouveau l'opposition pour établir un contact personnel. Des contacts personnels, mais pas d'accord en vue selon le chef de la diplomatie russe. Et pour cause, toutes les mouvances de l'opposition ne sont pas représentées. L'opposition syrienne en exil estime pour sa part que ces discussions devraient avoir lieu sous l'égide de l'ONU et non en Russie, dont le soutien indéfectible à Damas est désormais de notoriété publique. Dans un récent entretien accordé à la revue Foreign Affairs, Bachar al-Assad se dit déterminé à trouver une solution politique au conflit et à lutter contre l'État islamique. Les pourparlers devraient durer jusqu'au 29 janvier. Cette information qui est tombée il y a quelques instants seulement en Espagne sur une base militaire de l'OTAN, un F-16 de l'armée de l'air grecque a raté son décollage et s'est écrasé au sol sur cette base, sur plusieurs appareils qui étaient en stationnement. Il y a au moins 10 morts selon un premier bilan. Les 2 membres de l'équipage figureraient parmi les victimes. En Égypte, au lendemain d'affrontements meurtriers lors de la célébration du 4e anniversaire des manifestations de 2011, la justice annonce aujourd'hui la remise en liberté des 2 fils de l'ex-président Moubarak. C'est le symbole de ce que certains considèrent comme un retour à la période d'avant printemps arabe. Pour exemple, 516 manifestants proches des frères musulmans ont été arrêtés hier lors des dernières manifestations. Julia Ganancien. Il s'agit des événements les plus meurtriers depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi en juin 2014. Au lendemain de ces manifestations, la presse et les militants des droits de l'homme estiment que la parenthèse démocratique ouverte en Égypte a été refermée. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi, soldats et policiers ont tué plus de 1400 manifestants pro-islamistes et plus de 15 000 personnes ont été arrêtées. Des dizaines de militants laïcs et de gauche ont également été emprisonnés pour avoir enfreint une loi controversée limitant le droit de manifester. Parmi les partis politiques de gauche, dont une grande majorité est née après la Révolution, la condamnation est unanime. L'ambiance qui règne depuis 1 an, après toutes ces luttes, est une ambiance que nous ne pouvons accepter après ce qui est arrivé hier. Ce qui est arrivé hier doit engendrer une réelle réaction de la part de tous ceux qui prétendent combattre pour la démocratie, la justice sociale et un État civil. Nous devons tous nous unir pour exiger qu'aucune institution ne soit au-dessus des lois. À l'occasion du 4e anniversaire de la Révolution, les pro-Morsi avaient appelé à manifester contre le nouveau président. Bilan au moins 20 morts, dont Shaima Al-Sabag, militante de la mouvance gauche laïque, abattue lors d'un rassemblement pacifique non autorisé. Cette femme de 34 ans est devenue un symbole des violences policières perpétrées ces 2 derniers jours. Cette situation ne peut plus continuer. Celui qui s'exprime se fait tirer dessus, celui qui a une affiliation politique se fait arrêter, celui qui a un point de vue est envoyé au tribunal. Nous voulons concrétiser les demandes de la Révolution qui n'ont pas encore été mises en œuvre. Pendant 4 ans, aucune demande n'a été mise en place, ni par les frères musulmans, ni par le Conseil militaire, ni par Sisi.
Ce lundi, les 2 fils d'Hosni Moubarak ont retrouvé la liberté. Ils avaient été arrêtés avec leur père il y a près de 4 ans. Hommes d'affaires prospères, ils sont accusés d'avoir détourné plus de 10 millions d'euros d'argent public. Ils font encore face à des accusations de corruption et devraient subir séparément un nouveau procès. Mais certaines accusations portées contre eux ont été abandonnées. La remise en liberté du clan Moubarak représente un dilemme pour l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi, souvent accusé par les défenseurs des droits de l'homme d'avoir instauré un régime plus autoritaire encore que celui de l'ex-Raïs depuis qu'il a destitué et fait arrêter l'islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. En Ukraine, la chute d'un missile a provoqué une coupure de courant à l'intérieur de la plus importante mine de charbon de la région de Donetsk. Au moins 500 mineurs se trouvaient bloqués cet après-midi à l'intérieur, mais les secours restent optimistes. Ils ont commencé à les évacuer par une autre issue, une issue de secours à l'intérieur donc de cette mine. La Russie, elle affirme qu'elle va faciliter la reprise de contact entre les rebelles pro-russes et le gouvernement ukrainien à Kiev. La ville de Mariupol a enterré aujourd'hui les victimes du bombardement meurtrier de samedi. Joseph Emmanuel. Les cloches de Mariupol sonnent 2 jours après le bombardement que subissait cette ville de l'Est ukrainien. Elle participe d'une messe pour la trentaine de victimes civiles tombées sous les balles des rebelles pro-russes. À la sortie, une dizaine de personnes arborent le drapeau ukrainien. Victor en fait partie, l'adolescent habite le quartier, il était là quand les roquettes tombaient. Nous sommes venus soutenir le peuple, les gens qui ont perdu des proches. Cela s'est passé dans mon quartier. Un quartier durement touché par l'offensive meurtrière sur la dernière ville de l'Est ukrainien, encore contrôlée par Kiev. 31 civils tués, 95 blessés, 55 appartements et 24 maisons détruites. Les gens sont en deuil et ce deuil est malheureusement venu ici. Les 2 côtés d'un conflit qui s'éternise se font ici face et les couleurs de l'Ukraine ne sont pas du goût de tous. C'est un cirque. Kiev a organisé un vrai cirque avec des drapeaux. C'est normal ça? Une procession avec des drapeaux? Je n'ai jamais rien vu de tel. Des drapeaux qui cristallisent les tensions dans une ville où vivent ensemble Ukrainiens et russophones. 9 mois de conflit, 5000 morts et peut-être un tournant avec cette attaque sanglante. La conquête de Mariupol par les séparatistes pro-russes créerait un pont terrestre entre la Russie et la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée en mars par le Kremlin. Et depuis l'Inde, le président américain promet d'accroître la pression sur la Russie. Nous sommes très préoccupés par la rupture du cessez-le-feu ainsi que par l'agression des séparatistes, avec l'approbation des Russes. Et je vais personnellement regarder toutes les options qui nous sont possibles, sans confrontation militaire, pour tenter de régler cette situation. Une situation compliquée qui laisse pour le moment place au recueillement. Les habitants sont choqués et l'Ukraine a décrété une journée de deuil national. Mais le calme relatif qui fait suite à l'attaque n'efface ni les tensions ni les divisions dans une ville où se joue peut-être l'avenir de l'Est ukrainien. Il s'agit d'une tempête de neige qualifiée d'historique. Elle touche dès à présent le nord-est des États-Unis et pourrait entraîner une paralysie quasi totale de l'activité dans des villes telles que New York dans les heures à venir. Leslie Rezoug. Vent violent, chute des températures et blizzard, le nord-est des États-Unis se prépare à ce qui pourrait être l'une des plus grosses tempêtes de neige de son histoire. Des chasse-neige déblaient des routes de plus en plus impraticables, car si la neige commence déjà à tomber, les précipitations pourraient augmenter rapidement dans les prochaines heures. Nous faisons face à ce qui est probablement l'une des plus grandes tempêtes de neige de l'histoire de cette ville, de l'histoire connue de cette ville. Les premières estimations concernant cette tempête prévoient qu'il y aura au moins 60 cm de neige et peut-être jusqu'à 90 cm. Le maire a également enjoint les habitants à rester au maximum chez eux et les autorités s'organisent. Pour répondre à la durée de cet épisode qui sera au moins de 2 jours et demi, nous avons anticipé une réponse étendue. La ville est préparée avec plus de 15 000 tonnes de sel. Les écoles seront probablement fermées mardi et 2000 vols ont été annulés. En tout, c'est plus de 50 millions de personnes qui pourraient être affectées dans les transports par la tempête. Et même chez eux, les Américains s'organisent. Si certains déblaient leurs allées, ils sont des centaines à se ruer dans les supermarchés pour pouvoir rester chez eux plusieurs jours d'affilée. Une tempête qui s'annonce donc historique, mais pour certains, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ça va être génial et quand on monte en haut des sommets, la neige scintille grâce au soleil. C'est absolument magnifique. Un enthousiasme partagé par beaucoup. Ce lundi, ils sont de plus en plus nombreux à investir les nombreuses pistes de ski du nord-est des États-Unis. Et à Washington, nouveau souci pour le Secret Service chargé de la protection du président américain. Un mini-drone a été retrouvé dans les jardins de la Maison-Blanche la nuit dernière. Une enquête a été ouverte pour déterminer son origine. En Italie, le parquet qui affirme refuser toute pitié a requis aujourd'hui 26 ans de prison contre le commandant du paquebot Concordia qui avait coulé en face des côtes italiennes en 2012, provoquant la mort de 32 passagers. Francesco Schettino est poursuivi devant la justice, notamment pour abandon de navire et manœuvres dangereuses. Le verdict est attendu pour le mois de février. Dans quelques minutes, ce sera notre page spéciale élection 2015, élection en Israël pour le 17 mars prochain. On vous détaillera d'ailleurs à cette occasion le tout dernier sondage publié ce soir en Israël. Mais on va se rendre tout de suite devant la convention du parti centriste Yesh Atid, emmené par l'ancien ministre Yair Lapid, car il présentait ce soir sa liste. Vous êtes sur place, Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Alors, on a donc ce soir un aperçu de la liste présentée par Yair Lapid. Mais écoutez, pas beaucoup de surprises. Ce soir, une liste qui avait déjà été annoncée. Quelques symboles, pas beaucoup de femmes, pas une parité absolue, mais quelques personnes donc étaient présentes sur cette liste, dont le président du conseil régional d'Eshkol, près de la bande de Gaza, comme un symbole pour dire aux habitants qui habitent près de la bande de Gaza que non, il ne les a pas oubliés. Alors il y a eu plusieurs symboles ce soir, mais surtout un nouveau slogan, ceci est notre combat pour notre pays. Donc une campagne offensive, on l'a senti dans le discours de Yair Lapid, beaucoup de volonté. Il a demandé à toutes les personnes qui étaient présentes ici, tous ses supporters, de ne pas abandonner et de se battre pour la victoire de son parti lors des prochaines élections. Léa Berdugo, on a du mal à positionner justement le parti de Yair Lapid dans une future coalition. Est-ce qu'on sait s'il rejoindrait plutôt celle de gauche ou bien celle de Netanyahou et de la droite ? C'est la grande inconnue, il se place au centre, on sait qu'il a des affinités avec Tzipi Livni, mais on ne sait pas du tout comment il va se positionner dans le futur. Pour l'instant, il reste concentré sur son parti, son programme et les idées qu'il défend. Alors, dans les sondages, il est positionné comme ceci, il est crédité de 10 à 12 sièges, alors qu'il en a 19 actuellement, mais lors des précédentes élections, il avait été sous-évalué par les instituts de sondage, donc nous verrons comment la situation évoluera jusqu'aux élections. Merci Léa Berdugo, on vous retrouvera tout à l'heure en direct donc dans notre page spéciale élection 2015 avec justement des interviews réalisées à l'occasion de la présentation de la liste donc du parti centriste Yesh Atid. On va maintenant vous proposer de faire mieux connaissance avec l'une des personnalités marquantes de la liste du Likoud emmenée par l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il s'agit de la députée Miri Regev, ancienne porte-parole de l'armée israélienne, dont le franc-parler est en quelque sorte la marque de fabrique. Son portrait signé Eli Otchenberg avec Julia Ganancia. Shalom, Alan. Toda, toda, amen. Aux yeux de ses admirateurs, elle est celle qu'on attendait. Ses détracteurs, eux, la trouvent trop vulgaire pour une politicienne. Favorable à une politique sécuritaire ferme, tout en défendant un programme social sans compromis. Une femme dans un monde dominé par les hommes. Elle est l'une des figures montantes de la politique israélienne, mais aussi l'une des plus controversées. Shalom, sorot tovot, beseder. Miri Regev, ancienne porte-parole de Tsahal, devenue la première dame du Likoud, le parti au pouvoir. Selon la plupart des analystes, elle pourrait bien être nommée ministre dans le prochain gouvernement. Rien ne semble arrêter celle qui se dit proche du peuple. Je ne suis pas ce genre de politicien froid et distant qui pense qu'être un leader signifie porter un costume et une cravate et parler du haut d'un podium. Non. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui ressent le peuple, qui écoute, qui touche les gens et l'électorat. Et c'est ce que je fais.
Miri Regev a grandi dans une ville de la périphérie sud d'Israël. Dès son plus jeune âge, elle développe un sens accru de la justice. Mais sa personnalité débordante, parfois bruyante, et son franc-parler ne plaisent pas à tous les Israéliens. Elle se retrouve souvent sous le feu des critiques. C'est une femme et elle vient de la périphérie. Elle était brigadière générale à l'armée. C'est dur à appréhender. Et en plus, elle dit la vérité. Elle ose, elle n'a pas honte, elle ne se cache pas, elle ne s'excuse pas. Elle dit la vérité. Les immigrants soudanais sont un cancer. Nous allons faire tout notre possible pour les renvoyer d'où ils viennent. Des propos controversés qui vont faire polémique. Regev est accusée de racisme et d'intolérance, mais elle refuse de céder. La question des immigrants africains en Israël devient l'un de ses principaux combats. Ils veulent ranger les gens dans des cases et moi je leur dis, je ne serai jamais dans une case, dans aucune structure. Lentement mais sûrement, je transforme l'adversité en opportunité. Mais il y a une chose chez Miri Regev que personne ne peut nier, elle est proche des gens et les aime. En visite dans un environnement potentiellement hostile, la communauté arabe de Djaser Azarka, il ne lui a fallu que quelques secondes pour faire tomber les barrières et se mêler à la foule, à l'écoute des histoires et des inquiétudes. Une image publique ambiguë dont elle est pleinement consciente, mais Miri Regev est également une travailleuse acharnée qui aura lutté pour en arriver où elle est. Et n'en déplaise à ses adversaires, elle n'a nullement l'intention de s'arrêter là. Le corps du Français Hervé Gourdel, enlevé et décapité par des djihadistes en Algérie, a été rapatrié en France cet après-midi. Son corps avait été retrouvé il y a 10 jours par l'armée algérienne au terme d'intenses recherches. Par ailleurs, un autre membre de ce groupe djihadiste qui l'a enlevé a été arrêté au Maroc en possession d'armes et d'explosifs. L'armée algérienne affirme par ailleurs avoir tué le chef et sans doute auteur du meurtre d'Hervé Gourdel lors d'une précédente opération menée cette fois dans l'Est algérien. Direction à présent l'Éthiopie avec la célébration, aussi étonnant que cela puisse paraître, de l'épiphanie par l'église orthodoxe éthiopienne. Addis Abeba, Israël, le Sud-Soudan, cette fête est célébrée à la fois entre tradition et modernité. Reportage David Gomba. C'est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier éthiopien. Le Timkat, qui a lieu tous les ans le 19 janvier, coïncide avec l'épiphanie, mais elle célèbre aussi le baptême de Jésus. Extrêmement coloré, c'était aussi un rendez-vous incontournable des passionnés de la photo. C'est au cours de cette fête que sont exhibés les tableaux ou les guéhèzes, des répliques des tables de la loi. Les tablettes sont la manifestation de la religion. Les tablettes représentent l'arche d'alliance de Moïse. Chaque église a sa réplique et nous serons bénis par elles quand elles sortent pour Timket chaque année. Ce sont les paroles de Dieu qui sont écrites dessus. Avec des racines remontant au IVe siècle après Jésus-Christ, l'église orthodoxe éthiopienne est considérée comme l'une des plus anciennes au monde. Le Timkat est donc une célébration millénaire. Entre tradition et modernité, la jeunesse a su allier les deux. Ce qui a changé, ce ne sont pas les fondements du festival, mais plus des jeunes portant des couvertures. Avant, il n'y en avait pas. La façon de s'habiller. Maintenant, vous voyez plus de personnes s'habiller. Des personnes qui portent des t-shirts avec des citations de la Bible. C'est ce qui a changé. Tous les 19 janvier, le baptême du Christ n'est pas célébré seulement en Éthiopie, mais aussi au Sud-Soudan ou en Érythrée. Le rite orthodoxe éthiopien unit Érythréens et Éthiopiens, deux peuples qui se sont affrontés au cours d'une guerre d'indépendance pendant plus de 30 ans. En Israël, où réside à la fois une communauté chrétienne éthiopienne et de nombreux émigrés érythréens, le Timkat prend une dimension encore plus profonde et devient l'occasion pour ceux-ci de se retrouver et de prier ensemble. C'est sur les rives du Jourdain et en particulier à Kasser Al-Yaoud, non loin de Jéricho, où selon la tradition, Jésus-Christ aurait été baptisé. Un site sacré important qui chaque année accueille donc des célébrations religieuses et des chrétiens du monde entier qui viennent s'y faire baptiser. À quelques milliers de kilomètres de la Corne de l'Afrique, c'est donc sur les rives du Jourdain que le message prêché par Jésus d'amour envers son prochain prend un sens encore plus spirituel. L'actualité sportive tout de suite. Lise Barenbaum nous rejoint. Bonsoir Lise. Alors on va parler de tennis parce qu'on arrive maintenant dans le moment de vérité à l'Open d'Australie, les quarts de finale notamment chez les messieurs et bien on verra le tenant du titre
Il sera là. Oui, Wawrinka qui a perdu son premier set du tournoi, mais qui n'a quand même pas flanché contre Guillermo Garcia Lopez. Donc victoire en 4 manches, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 qui l'emmène donc en quart de finale. Garcia Lopez qui avait éliminé Wawrinka lors du dernier tournoi de Roland-Garros dès le premier tour et qui a continué à bousculer le Suisse puisqu'il a gagné la première manche. Et lors de la 4e, il a obligé Wawrinka à sauver 5 balles de 7. Mais le Vaudois a su puiser dans ses ressources pour s'imposer au terme de 3 heures éreintantes grâce à quelques coups imparables. Le Suisse ira donc jouer mercredi son 6e quart de finale lors des 8 derniers tournois majeurs contre Kei Nishikori. Ça, c'est un joli point, parce que faut dire qu'ils se sont bien fatigués les deux. Voilà, donc victoire pour Wawrinka, que l'on voit donc lever le point. Alors qu'on va regarder la balle de match quand même. Donc pour le Suisse, Wawrinka tenant du titre, on le rappelle, à l'Open d'Australie. Voilà, c'est fini. Victoire pour lui. Nishikori, qui est l'une des révélations de la saison passée, lui aussi, il est passé. Oui, c'est passé assez facilement. Il a expédié l'Espagnol David Ferrer en 3-7, 6-3, 6-3, 6-3. Et en 2 heures, c'est le 3e grand chelem d'affilée dans lequel Ferrer n'arrive pas à rallier les quarts de finale. Donc prochain quart, Wawrinka-Nishikori. La dernière rencontre entre les deux hommes, c'était lors de l'US Open et Nishikori avait remporté la partie. Voilà donc pour le japonais qui fait partie, pourquoi pas, des favoris possibles. Et puis Djokovic, lui, le numéro 1 mondial aussi, tranquille. Oui, il a battu le luxembourgeois Gilles Muller en 3 manches, 6-4, 7-5, 7-5, 2h08. Il n'a laissé que 4 opportunités sur la totalité du match à son adversaire. Donc le numéro 1 mondial dispute mercredi son 23e quart de finale de Grand Chelem d'affilée. Ça sera contre Milos Raonic. Il vise en Australie sa 5e couronne et il est plutôt bien parti puisqu'il n'a perdu aucune manche lors de ses 4 première rencontre, donc contre Raonic, ça sera mercredi. Raonic qui n'a pas pris un set lors des 4 derniers matchs qu'il a disputés contre le Serbe. Voilà, Djokovic content, et il a raison, puisque donc il est au rendez-vous des quarts de finale. Merci Lise Barenbaum pour donc ces quarts de finale, messieurs, à l'Open d'Australie. On continue de suivre cela avec vous. Merci à vous. Dans un instant, la politique revient, les élections israéliennes. On sera de nouveau en direct de la convention du parti de Yair Lapid, et puis on vous présentera ce tout dernier sondage avec des positions qui évoluent. Ce sera avec Dror Evan Sapir dans un instant. Restez avec nous.